Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'heure des musées, votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Miao Yonghua consacré à l'art, à la culture et aux traditions chinoises. La semaine dernière, nous avons entamé une nouvelle série dédiée à nos charmantes Gongzhu, les princesses de la cour des Qing. Nous avons alors commencé à faire leur connaissance et aujourd'hui notre exploration se poursuit. Au fil de cette émission, à travers quelques exemples choisis, nous tenterons de faire résonner les voix oubliées de ces femmes de l'ombre. Image 1. 内则演绎 Règles pour les quartiers intérieurs et leur signification. Les princesses ayant grandi au sein de la cour impériale ont sans doute reçu une certaine forme d'instruction durant leurs années de formation. Toutefois, contrairement aux princes, dont le système éducatif est bien documenté, ils subissent très peu de traces précises concernant le moment, le lieu et les modalités de l'éducation des princesses. Le 内则演绎 est un recueil de récits mettant en scène des princesses. Il est supposé que ces histoires leur étaient destinées, fournissant ainsi quelques indices indirects sur les idéaux éducatifs que la cour impériale nourrissait à leur égard. En tant que membres de la famille impériale, les princesses étaient appelées à jouer un rôle dans les alliances dynastiques. Le contenu du 内则演绎 laisse entrevoir que les devoirs impériaux confiés aux princesses ont contribué à façonner les attentes éducatives et les normes de comportement que l'on attendait d'elles à la cour. Image 2. Plan de table du banquet nuptial d'une princesse dans le palais Baohe. Cet artefact présente le plan de table du banquet de mariage d'une princesse organisé dans la salle Baohe de la cité interdite. L'empereur est installé sur le trône central de la salle, entouré de 4 rangées de sièges disposés à l'est et à l'ouest. Les princes et ducs prennent place à l'est, tandis que les membres de la garde impériale, les ministres du palais et la famille du marié sont assis à l'ouest. Bien que l'événement soit qualifié de mariage de la princesse, il s'agit avant tout d'un rassemblement masculin au cours duquel l'empereur offre un banquet en l'honneur du gendre impérial et de sa lignée. La princesse, cette femme de l'ombre, elle-même n'apparaît pas dans cette cérémonie. Toutefois, l'agencement rigoureux des sièges ainsi que les hits et la musique qui l'accompagnent installe lentement le cadre cérémonial de la mission matrimoniale que la princesse s'apprête à accomplir. Bien que les princesses aient été des femmes de leur temps, leur statut royal leur conférait d'importants privilèges et avantages. Leurs possessions allant de l'argent à divers biens matériels leur étaient attribuées par la maison impériale. Ces ressources soutenaient non seulement leur quotidien mais reflétaient également l'organisation impériale, la culture traditionnelle des femmes mandchoues ainsi que la dimension symbolique de statut princier. Les biens d'une princesse révèlent ainsi une culture matérielle singulière, propre à la condition princière. Ils préservent les détails subtils de leur existence et offrent une fenêtre précieuse sur leur univers. Image 3. Portrait de la princesse Shou Zhang, 5e fille de l'empereur Daoguang. La figure représentée dans ce rouleau est vraisemblablement celle d'une princesse de la dynastie Qing.
Bien que les sources divergent quant à son identité, certains y voient la cinquième fille de l'empereur Dao Guang, la princesse Shou Zhang de second rang, tandis que d'autres penchent pour sa sixième fille, la princesse Shou En de premier rang. Les portraits de princesses de la dynastie nous étant parvenus avec des informations personnelles telles que le visage et la posture sont rares, ce qui confère à cette peinture une valeur historique exceptionnelle. Les vêtements, les accessoires et les styles représentés offrent par ailleurs un éclairage précieux sur la culture traditionnelle manchoue. Image 4. La liste d'eau de la Gulun Gongzhu, princesse de premier rang. Le contenu de la dot des princesses ne fut véritablement standardisé qu'au début de la dynastie Qing, lorsque l'empereur Qianlong en formalisa enfin les éléments. Cette liste officielle de la dot, établie entre la fin de l'année 1745 et le début de 1746, recense près de 300 objets, vêtements, accessoires, articles en or et en argent, objets domestiques divers, étoffes et même du bétail. Elle témoigne de la richesse et de la diversité des dotations accordées aux princesses d'État sous les Qing. La dot incluait également des objets destinés à des figures proches de la princesse, tels que le marié, la nourrice et la gouvernante, personnes essentielles dans l'éducation de la jeune fille. La dot ne se limitait pas à pourvoir aux besoins matériels de la future vie de la princesse. Elle incarnait aussi la grandeur et la dignité de la maison impériale des Qing. L'examen attentif de ces objets conçus pour les princesses révèle la culture matérielle et l'univers raffiné des femmes nobles manchoues. Image 5. Bandeau frontal en or incrusté de lapis lazuli. Les femmes manchoues ornaient leur front d'un bandeau appelé jidaku en manchou et simplement bandeau en chinois. Dans la tenue de cour formelle des nobles Qing, cet ornement était désigné sous le nom de bandeau en or. La liste d'hôtes d'une princesse d'État mentionne un article décrit comme un bandeau en or serti de 10 perles. Ce bandeau en or, conservé aujourd'hui dans les collections du Musée national du Palais, est présumé avoir été fabriqué au XVIIIe siècle. Présente 10 motifs décoratifs en forme de nuages en or ainsi que 10 perles. Il fut réintégré au bien du département de la maison impériale en 1819. Ce bandeau orné de 10 perles correspond très probablement à celui mentionné dans la dot officielle de la princesse d'État. Image 6. Collier de cour orné de perles en jadéite. Dans la liste d'hôtes de cette princesse d'État figurent 5 types de perles, chacune fabriquée dans un matériau différent: perles fines, lazurite, pierre verte, corail et ambre. Avec 2 rangs de chaque variété, les perles désignées comme pierres vertes sont très probablement faites principalement de jadéite, une variété précieuse de jade. L'utilisation du jade dans les colliers de cour était encore peu courante au début de la dynastie Qing et celle de la jadéite l'était davantage encore. Toutefois, à partir du milieu du XIXe siècle, sous le règne des empereurs Dao Guang et Tongzhi, les bijoux en jadéite gagnèrent en popularité. Ce collier de cour témoigne non seulement de cette tendance du XIXe siècle en faveur de la jadéite, mais suggère également une plus grande diversité
dans les matériaux employés pour les colliers de cour destinés aux princesses. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez suivi l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.